Dans les palabres qui sont délivrées aujourd'hui, donc ce sont des choses que je n'ai lues nulle part, que personne ne m'a raconté, mais pourtant cette histoire, vous allez vous en rendre compte par vous-même, elle existe. Et c'est pas moi qui l'ai inventée. Je vais parler, et c'est sûr qu'il va y avoir des connexions qui vont se faire au fur et à mesure que je parle. Ça va peut-être vous remuer pour les personnes les plus sensibles, de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle la souveraineté de l'être, qu'on appelle le code maritime, ou peut-être ce qu'on appelle plus communément l'usurpation d'identité liée à l'acte de naissance? L'histoire de l'acte de naissance. Et c'est l'usurpation en fait de notre identité. C'est-à-dire qu'on peut passer toute sa vie à confondre notre entité divine avec une entité administrative, à comprendre que ce sont deux choses différentes. Et quand on parle de souveraineté ou quand on parle de roi, quand je vais faire peut-être référence aux mérovingiens, comprenez que aujourd'hui quand on parle de roi, on a des formes pensées qui arrivent et qui nous racontent des histoires de monarchie absolue. Bon, oubliez ça, ces formes pensées ne vont pas avec ce mot-là dans le contexte dans lequel je parle aujourd'hui. C'est aussi l'histoire de la magie. C'est pour que vous repreniez chacun la magie qui vous appartient. Je vais souvent passer du coq à l'âne, mais sachez que ceci n'est pas anodin. Que si ce n'est pas anodin, c'est peut-être que ça nous vient d'Odin. Et peut-être que vous comprenez qu'il y a des choses qui clochent avec cette histoire de coq également. Je vais faire des petits ponts comme ça. Pourquoi dans ce pays, personne n'est capable de répondre à cette question qui est à mon sens quand même d'ordre de culture générale primaire? Bon, je ne vais pas répondre à cette question tout de suite. On verra peut-être un peu plus tard. Je vais garder le mystère. Mais comprenez que dans coq, ce mot finit par un Q. Il y a deux mots dans la langue française qui finissent par Q. Il y a donc le coq et le deuxième mot est 5. Il n'y en a pas d'autre. Et ceci, croyez-moi, ce n'est pas anodin. J'aime la cohérence. J'aime ce qui sonne juste et vrai. Il faut deux conditions sine qua non pour que l'amour circule en nous. Il faut la justice et il faut la vérité. Si vous avez la justice et la vérité, alors l'amour peut circuler. Je vous disais qu'au début, tout commence par un cerf. Ah. Et puis j'ai fini comme ça, avec tout un tas de symboles que j'ai mis les uns avec les autres. J'ai passé des heures à lire, retrouver avec ces différents agencements l'histoire de l'humanité depuis ce qu'on appelle les mouvements du continent mu. Alors on va parler avec les langages des oiseaux. Du coup dans Reset, on a le dieu Ré, Ra et le dieu Set. Voilà, on a la lumière contre l'ombre un petit peu, vous voyez? C'est rigolo. En fait, l'abeille, c'est un symbole fort et puissant relié à la souveraineté, au principe royal. Du coup, on associait le pouvoir royal à l'abeille pour la simple et bonne raison car il donnait les limites de ce pouvoir-là. C'est-à-dire que dans une ruche, si la reine, le pouvoir royal, donne des indications qui vont à l'encontre de la survie ou de l'harmonie de la colonie, alors les ouvrières tuent la reine et elles vont en élever une autre. C'est aussi simple que ça. En fait, cela donnait les limites du pouvoir royal. Simplement. Dans cet hexagone-là aussi, je retrouve des géométries qui sont rigolotes et que c'est aussi une géométrie avec laquelle je peux dessiner ce qu'on appelle les runes, les symboles qu'on associe par défaut aux vikings aujourd'hui,
mais qui existait bien avant. Voilà. On va parler des runes, parce que c'est un petit peu la clé qui va nous ouvrir les mystères. Bon là je passe vite fait, mais là d'où je parle, je suis conscient qu'il y a des géométries qui relient différentes parties du monde, différents temples, depuis l'âge des mégalithes jusqu'aux derniers travaux de François Mitterrand et dans d'autres pays aussi, par des rapports remarquables, exceptionnels. On pourrait reparler de l'âge de Pierre. Voilà, Pierre, 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 Guy. Ah, Guy, on va parler de Guy aussi. Bon, allons-y. Bon, je passe vite fait. Là on voit pas très bien, mais en fait c'est pour vous parler, ça c'est pour vous mettre aussi, comprendre aussi que là d'où je parle, c'est dû aux fouilles de l'INRAP, dont il y en a eu quand même pas mal ces dernières décennies, parce qu'on a augmenté les zones industrielles, on a augmenté les villes, etc. Et on fait ce qu'on appelle des fouilles préventives. Voilà, du coup il se passe ça, on fait des fouilles, des fois on les fait pas, ça dépend du budget, ça dépend de l'envie, etc. Mais bon, généralement, il se fait des fouilles, on fait des prélèvements, on fait des relevés, et on prend ces notes-là, voilà, etc. Et une fois que tous les relevés ont été faits, ben, les bulldozers passent, ils arrachent tout, et ils passent les routes, ils passent les zones, etc. Et voilà. Comprenez, donc c'est un peu l'allégorie de la bibliothèque d'Alexandrie, que si les données disparaissent, pour un oui ou pour un non, il n'y aura plus aucune trace non plus dans la matière. Ok? Voilà, donc le 666, n'en ayez pas peur, ça va très bien avec ce chiffre-là, mais c'est une clé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien qui va vous marabouter, n'ayez pas peur. Incroyable! C'est l'eau des lacs de Calag, à Calac. Allez, on va avancer. C'est pour vous faire la petite histoire de Calag. Vous connaissez la légende de la cité 10? Vous avez entendu parler? Bien. Vous connaissez les histoires d'Astérix et d'Obélix? Astérix. Oh, Bélix. Il va falloir s'en faire une idée fixe. Égypte, Rama en Inde, Ramsès. Au dieu Pan, panorama de cet Astérix là. C'est une idée fixe. Hermétisme. H comme hermétique. Du coup, Hermès, connaissez cette divinité-là? Du coup, Hermès, Thoth, Hermode, c'est la divinité c'est le messager entre le monde des dieux et le monde des hommes. C'est le gardien des lettres, des mathématiques, de la géométrie, de la poésie, des sciences, de la philosophie, etc. Il a un panel astronomique. C'est le scribe des dieux, qui est ce symbole ici, là, où on a l'alpha et l'oméga. Du coup, ici, on a avec les principes hermétiques, alchimiques, de tout ce qui a un début et tout ce qui a une fin. Qu'il n'y a pas de début et qu'il n'y a pas de fin. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, etc., etc. Tout. À comprendre que les arbres ne meurent pas de vieillesse. Ça n'a pas de code génétique, un arbre, pour mourir de vieillesse. Soit il tombe avec le vent, soit il prend la foudre, soit il accueille la dégénérescence parce que manque de lumière, etc. et redevient de l'humus pour redonner à manger aux autres. Ou alors soit on le coupe, voilà. Mais en aucun cas, un arbre ne meurt de vieillesse. Un arbre, si on le laisse faire, il peut vivre des milliers d'années. Et il y a des cas sur cette planète. Pas beaucoup chez nous. Et on retrouve le symbole du cœur. C'est le plus ancien que j'ai pu retrouver. Il est très très vieux ce symbole. Et d'ailleurs, ce symbole-là, vous allez partout sur cette planète, c'est un des rares symboles
qui met tout le monde d'accord sur sa signification. Ça c'est vrai. On parlait d'Hermès, le 3 fois très grand. Bon, comprendre que le 3, si je l'écris comme ça, il cache les histoires du roi aussi. Le T symbolise le tau, qui est la première croix dans le système du phénicien archaïque ou hébraïque. Et le S qui est le S de secret, de serpent, de l'énergie, on va dire ça. On va réapprendre à compter. Du coup, le numéro chiffre 18 est le chiffre de l'alchimie. Où l'alchimie, c'est celui qui fait les expériences, qui transforme le plomb en or. Dans les petits secrets du 3, alors il faut comprendre que si je fais 1 plus 2 plus 3, les 3 premiers nombres, j'obtiens 6. Si je fais 1 multiplié par 2 multiplié par 3, j'obtiens également 6. C'est-à-dire que l'addition de ces 3 premiers nombres est égale à leur multiplication. Soit 6 quand je le regarde d'en bas, mais c'est un 9 quand je le regarde d'en haut. C'est ce que j'appelle le multiplus. Multipass. Dans ces 3 premiers nombres, l'axe entre mon 1 et mon 3 est le 2. Le 2 est donc l'axe de ce trio-là. Si je prends le 2 et que je l'additionne par lui-même, j'obtiens 4. Si je prends le 2 et que je le multiplie par lui-même, j'obtiens 4 également. C'est aussi un multiplus, parce que l'addition est égale à la multiplication. Et ça, c'est remarquable seulement avec ce chiffre-là. Et ce que j'en ai dit avant, l'histoire du 6 et du 9, c'est remarquable seulement avec ces 3 premiers nombres-là. Ce n'est pas possible avec d'autres. Voilà, on va retenir que 2, du coup, est un axe, et que le multiplus du 2 va donner 4. En réalité, si, quand je dessine un 4, je dessine une croix. C'est un peu comme le 7, vous voyez? On fait une croix. Si je finissais ce symbole-là, je pourrais dessiner une svastika, qui est un symbole de paix universelle. Donc on retient que 4 est une croix, et que c'est cette croix-là, ce symbole de paix universelle. Comprendre que 0 et 9, c'est la même chose. Les druides, dans le secret des druides et de leur compte, ils comptaient de 1 à 8. Le 0 et le 9 n'existaient pas. C'est-à-dire que le 0 et le 9, c'est la même chose. Si je dis 0 plus 6, ça me donne 6. Si je fais 9 plus 6, ça me donne 15. 15, c'est un 1 et un 5, que si je les réduis, 1 plus 5, ça va me donner 6. Du coup, que je parte avec 0 ou avec 9, j'obtiens aussi le même résultat. Du coup, 0 égale 9. Du coup, 9 qui pourrait être assimilé à un nouveau 0, soit un 10. Bon, alors cette histoire, en fait, voilà, pour vous remettre le contexte. Il y a quelques années, il n'y a pas longtemps, j'étais au bout de mon cœur, vraiment. Je trouvais plus beaucoup de raisons à me lever le matin. Ça arrive à n'importe qui, mais voilà.
Et je m'en suis remis un petit peu à la terre, au ciel, à tout ce qui m'entourait, parce que là, à part envie d'aller me foutre dans un arbre, j'avais pas beaucoup d'autres idées en tête, quoi. Des déceptions, voilà, le chagrin d'amour, les chagrins avec mes enfants, les déceptions aussi avec des amis. Bref, on a vécu ça un peu tous là ces dernières années. Et puis, je me suis souvenu de ces paroles que j'avais partagées avec différents ancêtres autour de différents feux qui venaient de différentes traditions à travers cette planète. C'est quelque chose de récurrent qui disait, c'est qu'au début, tout commence avec un cerf. Alors j'étais là à côté du tipi ce matin-là, en lisière de ce petit bois, et j'ai pris une petite branche, un petit bout de bois, et devant moi, j'ai tracé ce cerf. Et là, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Même les vents se sont arrêtés. Nul, zéro, rien. Waouh, un nouveau cercle dans le rond de mes cellules. Une paix nouvelle qui venait de s'installer. Comme en sécurité. Donc j'ai tracé ce cercle. Et une fois que j'étais plus ou moins apaisé, j'ai pu prendre un peu de hauteur sur ma situation. Et en regardant de plus haut, eh bien j'y ai vu un haut aussi. Un haut, tout simplement, qui m'a fait penser au haut des origines, au haut de l'océan. Ce sont des petites choses qui me semblaient intimement liées dans le rond de mes cellules, dans cette mémoire cellulaire. D'ailleurs, dans mémoire, il y a war, ce petit trio avec lequel je peux faire le mot roi également, oïr. Il y a même, qui est la racine hébraïque qui signifie les eaux. Dans mémoire, il y a l'eau. L'eau porte la mémoire aussi. Tout est contenu dans l'eau. Et puis du coup j'ai dit c'est de l'eau tout simplement, ce petit élément, de l'eau, water en anglais. Et quand je pense à l'eau, l'eau c'est la première surface, c'est le premier écran qui reflète des images du haut. C'est aussi, je peux y voir mon reflet, c'est un miroir. Quand je regarde la surface de l'eau et que je plonge mon regard, des fois je peux y voir le fond, dans des eaux claires et peu profondes, et distinguer de ce qui est noyé, des formes. Mais dans des eaux plus profondes ou plus brumeuses, il m'est impossible de voir ce qui est englouti, enfoui. Alors je remonte du plus profond que je peux voir et à un moment je repasse sur cette surface et là, nettement, l'espace de cet instant précis, je me vois nettement mon propre reflet. Je me vois en miroir et cela met en relief une autre profondeur à mon être. Je peux y voir mon âme, qui est aussi cet autre petit mot pour désigner cet objet dont on parle, le miroir. Alors psyché aussi, mais ça c'est une autre histoire. Alors ça m'a fait penser un peu à Léonard de Vinci. Bon, je vous passe le détail de tout ce qui était là ce jour-là. Mais c'est Léonard de Vinci où en fait il mettait un miroir pour qu'on puisse lire à l'endroit, etc. Blablabli, blablabla. Ouais. Il y a des petits secrets qui se cachent avec les jeux de miroir.
Et puis, j'ai un ami qui m'est cher, qui m'avait offert ce petit miroir en forme de O aussi, qui était avec moi ce jour-là. Merci pour ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller voir avec ce miroir si le 3 aurait des choses à nous révéler. Alors je me suis dit, allons-y. Deuxièmement, j'ai posé le 1. J'ai pris mon petit miroir, simplement, celui-là, et je suis venu le coller devant moi. Et là, quand je regarde, en reflet, il y a, je vais faire une autre couleur, je vais faire un vert, il y a un autre symbole qui apparaît. Voyez-vous? En fait, ce symbole-là, on l'a vu tout à l'heure avec Calag, c'est la rune Lagus. On dit de cette rune, c'est l'eau des lacs. Alors, j'ai trouvé ça rigolo. Donc on dit c'est l'eau des lacs, l'eau des océans. Avec cette rune déjà, il y a des histoires, non, avec les runes, des secrets enfouis, engloutis. Les histoires des forces de la nature aussi. Du coup, c'est rigolo parce que de mon point de départ, du coup, je peux dire que géométriquement, le 1, c'est un point ou un cercle. Je peux dire que 1 égale 0, également, si je le parle en géométrie. Et que de mon eau de départ, le symbole qui vient se coller, c'est le symbole de l'eau également. Du coup, cela m'a mis de l'entrain à aller voir plus loin. Alors, on peut voir également que l'ensemble forme un autre symbole. Donc je vais rester chez les runes, qui est ce symbole-là. C'est la rune Evaz. Evaz, c'est une rune, on dit, c'est la rune du cheval. Ça symbolise le mouvement. En fait, dans cette rune, il y a une histoire de dualité. C'est la différence de potentiel qui va engendrer le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Je mets là la bruse, cheval. Donc pour la petite histoire, c'est la numéro 21 et la numéro 19. On verra peut-être si on a le temps de rentrer dans ces détails-là, mais c'est pas anodin. Alors vous pouvez voir aussi tous cette lettre qu'on connaît dans notre alphabet, qui est la lettre M. On dit M, déjà il y a de l'amour qui sort de cette lettre-là. M, comme amour, vous voyez, quelque chose qu'on aime. Comme maman. Comme maman. Le M de maman, de magie, de maestro. Le M, c'est la 13e lettre de notre alphabet. Le 13. On dit, de petit jeu de mots, avec ce nombre-là, on dit que c'est très étroit. Ou qu'on c'est très étroit. Vous voyez, c'est serré. On dit que le 13 est un 3. Peut-être que je peux entendre que la lettre 13 fait partie du secret du 3. Ça rentre dans cette histoire-là. C'est vrai. En louchant un peu, bon après je vous passe toutes les superstitions autour du 13, voilà, qui sont liées à la chute des Templiers, qui ont été arrêtés ce vendredi 13. Voilà,
d'où cette superstition qu'on a aujourd'hui. Le 13, qui est un chiffre qui parle aussi dans beaucoup de calendriers et de cycles. On parle des 13 jours chez les Mayas. On parle de nos 4 fois 13 semaines aussi dans notre calendrier à 52 semaines. Voilà, on le retrouve dans plein d'autres agencements calendaires. Le 13 a à voir avec des cycles aussi immuables de différents calendriers. Voilà. Si je louche un petit peu, je peux voir un 11. Vous voyez, c'est 2-1 en fait. Bah, en fait, c'est 2-1. Quoi, avec 2-1, on fait un 11. En fait, le 11. Je louche vraiment. Ah oui, tu n'y arrives pas. Touche un peu. En fait, on dit du 11 que c'est le premier chiffre qui fait miroir. Du coup, là, c'est rigolo parce que c'est le premier chiffre qui est aussi avec mon histoire de miroir. Et la 11e rune, c'est la rune Issa. Voyez-vous, la 11e. Bon, pour la petite anecdote, Issa, c'est comme ça qu'en arabe, on appelle le prophète Jésus. Il l'appelle Issa, qui ne trouve aucun lien étymologique avec cette langue-là. Mais c'est comme ça. Issa, chez les runes, on dit que c'est la vague glacée des origines. Issa, c'est ce qui est immuable. Issa, c'est un I tout droit comme ça. Il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas. Issa fait partie des choses qui ne changent pas. Issa, c'est l'immuabilité, ce qui est figé. Peut-être qui est en opposition avec le M de cette dualité, de ce cheval du mouvement. Là. Ok, je crois qu'on a fait le tour pour le moment. Voilà. Deuxièmement, j'ai fait ça. Ah ben voilà, on était là. On a fait ça. On en est arrivé là. Et que voilà, on peut aussi comprendre que la 11e lettre de notre alphabet est le K. Le K comme dans Kalak. Le K, l'âme, le symbole de la vie chez les Égyptiens. Le K, qui si je lui fais un petit effet miroir également, je peux y retrouver cette idée fixe de départ. Quand même. C'est important de souligner ça. Troisièmement, je pose mon 2. De la même façon, j'ai pris mon petit miroir, je suis venu le mettre devant mon 2. Quand je fais ça, hop, je vais changer la couleur, il se passe ça. Donc là apparaît un symbole que je ne présente plus. On en a parlé déjà un petit peu. Le symbole du cœur apparaît. Ah, magnifique. Donc là, je vais faire un petit interlude sur les histoires qui m'ont été contées par rapport à ce cœur vendéen. En fait, il se racontait, quand j'étais petit, j'entendais ces histoires-là des anciens, que une époque, donc ceci se passe en Vendée, mais pas que, ça se passe dans toutes les contrées de Gaulle. On retrouve cette histoire en Normandie, en Bretagne, voilà, parce que c'est là que j'ai eu les échos le plus. Mais en fait, c'est pour témoigner ou déclarer sa flamme, on pouvait s'offrir des petites broches, des petites fibules.
C'est-à-dire que quand quelqu'un nous faisait rougir, ou on était plus ou moins amoureux, qu'on osait le dire, mais il suffisait de lui offrir une de ces petites broches en forme de cœur ou de double cœur. Et en fait, l'aiguillon qui venait lier les vêtements ou les cheveux symbolisait la flèche de Cupidon. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, cette flèche de plomb ou d'or, du coup, flèche de plomb si en retour on ne recevait rien, ou flèche qui se transformait en or si en retour on recevait ce même objet, ou alors une petite guimbarde à la même forme, où la petite aiguille venait faire battre cette passion du cœur en cœur, avec ces petits bonheurs. Donc c'est rigolo. Pour la petite anecdote, si je veux représenter mon 2 géométriquement, c'est soit 2 cercles, soit 2 points, soit un segment, qui pour la première fois vont montrer une notion de distance et de temps. Et ceci est un plan parfait pour vous raconter le petit objet dont je viens de vous parler. Les petits points de la boutonnière, les boucles et l'aiguillon de Cupidon. Ah, faut le chercher, il est là. Juste il est apparu comme ça. Donc c'est quand même assez rigolo aussi. Voilà, il y a plein de trucs rigolos, on va aller voir tout voir. Du coup, je peux dire que de mon 1 de départ, l'effet miroir va donner une nouvelle polarité. Le 1, c'est quelque chose de très fixe. Mais quand il est mis en miroir, hop, il va se charger de 2 polarités. Je peux dire que mon 1, à ce moment-là, va devenir une nouvelle entité que je vais appeler un 2. Le 2, en fait, il est fait du rond du féminin et du triangle du masculin. Mon 2 est une unité qui a acquis un genre, qui en fait voilà, va trouver à être mâle ou femelle dans la matière. Et ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement chaque jour, c'est d'aller trouver cette âme sœur, cette âme qui va nous faire miroir pour nous libérer du sentiment de séparation et d'abandon contracté à notre propre naissance. Du coup, mon 2 se promène, dans le hasard de ses rencontres ou pas, à chercher ou pas, va rencontrer justement dans son miroir cette histoire d'âme sœur. Mais pour qu'il se passe quelque chose à ce moment-là, il faut que Cupidon intervienne. Donc Cupidon intervient dans mon histoire et de sa flèche va relier ces 2 êtres. Yeah. D'ailleurs, Cupidon, ce que j'ai appris aussi plus tard, ni plus ni moins que le fils d'Hermès et d'Aphrodite. Donc, on peut rentrer dans cette histoire. Et quand il se passe cela, cela coupe mon symbole en 2 parties non égales. En fait, j'ai un 3 qui apparaît ici, voyez-vous. Je pourrais dire que 1 plus 1 égale 3. 3 qui est le symbole de la création, qui est le symbole de la naissance, de la sensibilité. Vous voyez ? Le 3 c'est aussi le symbole de l'amour. Le 3 c'est l'équilibre entre le ciel et la terre. C'est ce qui est au milieu. Et puis j'ai un autre symbole ici. Bon là il est un petit peu comme ça. Si je le tourne, je retrouve le K. Puis si je mets en miroir, je retrouve cette idée fixe de départ.
savoir que le K, le son K, chez les runes, est donné. Alors attendez. Est donné par la rune Kenaz, qui s'écrit avec un K. C'est un peu comme un C grec, vous voyez. Du coup, je peux dire que K, c'est un C, c'est Kenaz. Ici s'inscrit l'histoire du K du C, comme on l'a déjà vu, vous voyez. Kenaz, on dit que c'est la torche, c'est le réceptacle du feu. Kenaz, c'est le feu maîtrisé de l'artisan pour sa création. Kenaz est une coupe, peut-être. Vous voyez, la lettre numéro 22 est la lettre V. V qui est une coupe, qui est peut-être un 5 aussi, qui est le deuxième mot à finir par Q. Vous voyez? Voilà. Donc, le 3 a des formes sensuelles, n'est-ce pas? Du coup, le 3 peut représenter un petit peu les rondeurs de ces statuettes que je pouvais trouver au néolithique. Peut-être une poitrine généreuse aussi, une paire de fesses, voire un cul, ou peut-être une histoire de femme enceinte avec cette poitrine généreuse et ce ventre arrondi. Je dis ça parce que quand vous étiez petit, peut-être vous rappelez-vous de ça, ou peut-être que ça ne vous est pas arrivé, vous étiez déjà trop vieux, je ne crois pas. Mais quand vous vouliez dessiner un Q majuscule, en lettres attachées, vous dessiniez comme ceci. Rappelez-vous de ça? Voilà, bon, je ne l'invente pas, moi j'ai appris comme ça aussi. En fait, le Q est un 2 majuscule. Il y a deux mots qui finissent par Q dans la langue française. Bon, je vais mettre le Q ici, vite fait. Tout ça pour vous dire que amour et Q, c'est indissociable. Ça va ensemble. On dit amour et Q s'en vont par paire sur les petits chemins de terre, etc. Voilà, le Q et le cœur, c'est indissociable. Ici, le Q, il faut entendre, symbolise le Ki, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, le Chi, qui s'écrit aussi comme ça. Je peux aussi retrouver écrit comme ça, le Chi. Ok? Le symbole qui représente le plus l'amour chez les runes, alors est-ce que j'en ai un pied par là? C'est la 7. La 7e rune, c'est la croix. La croix symbolise l'amour. C'est la rune Gebo qui a le son G. On dit de cette rune que c'est le don de soi. C'est l'amour, les mariages, les contrats. On va retenir mariage. On a vu que Issa représentait Jésus. Je suis. La rune Gebo représente les mariages. Je peux déjà passer de Jésus à Marie ici. Ah. L'histoire de Gebo, qui est le son G, et Issa, qui a le son I. En fait, ici, on retrouve le secret du Gui.
que nous racontaient les druides. Vous voyez, le secret du Guy, il est aussi ici, dans cet astérix-là. Le Guy, c'est le secret du Chi, connecté au cœur aussi. C'est je suis marié, ou Jésus-Marie, Issa. Ok. Ça va? Je vais aller un peu plus loin. Parce que je vais finir l'histoire quand même. Donc, quatrièmement, je pose mon 3. Effet miroir. Je viens mettre le miroir devant le 3. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un 8 qui apparaît. Ah ouais, attendez. J'ai pas tout fait. Je refais un petit bond en arrière. Parce que faut comprendre qu'avec les runes, on ne parle que en traits. Les runes n'admettent pas souvent de courbes pour des raisons pratiques dues à la dureté de la pierre dans laquelle on les gravait. Du coup, vous ne me l'avez pas fait, mais vous pourriez me reprocher de me dire peut-être aussi que je fais venir une flèche de nulle part. Donc, ça pourrait être vrai. Et comme vous ne m'avez pas fait ça, ben, je me le fais tout seul. Si je me dis, bon, effectivement, si je prends mon symbole de mon miroir du 2 au départ, et que du coup je décide de prendre le pied de mes 2 comme aiguillon et de le remonter par là, comme les runes n'admettent pas de courbe, je décide de restyliser mes courbes en triangle, comme cela. En fait, de là, j'obtiens 2 nouveaux symboles. J'obtiens ce symbole-là et ce symbole-là. Ce symbole-là, je le retrouve à la 18e position. Le 18, le chiffre de l'alchimiste. Ce symbole-là, on dit, c'est Berkano. C'est le son B de bébé, et on dit que c'est le bouleau, l'arbre du bouleau. Dans cette rune-là, il y a l'idée de l'acte sexuel, de l'acte création avec le bouleau. Parce que dans la symbolique de cet arbre, l'écorce du bouleau glisse littéralement sur son tronc. Voilà. Et que le bouleau aussi amène beaucoup de douceur. C'est l'essence d'arbre qui pousse après les déforestations. C'est le premier arbre qui vient repousser pour redonner place au vivant. B de bébé quand même, on retrouve aussi cette histoire d'enfantement, etc. Qui est la 18e quand même, le chiffre de l'alchimiste, que je retrouve quand même dans cette histoire de creuset, de graal, de coupe, de réceptacle du feu, le réceptacle du 3, peut-être le réceptacle de l'âme aussi. Et l'autre symbole est celui-là, qui, à ma 3e étape où apparaît mon 3, est le 3e symbole de cet agencement-là, qui, on dit, c'est la rune Tourizaz. On dit c'est l'épine de la rose. Bon, je vous passe les histoires de la rose 3, etc. Mais on retrouverait ces histoires aussi là. On dit des fois on dit l'épine, ou des fois elle symbolise le marteau de Thor. Vous connaissez ce justicier avec le marteau qu'on retrouve dans les histoires de Marvel.
Thor, c'est ce justicier au marteau. Voilà, des fois, cette rune désigne le marteau lui-même. Voilà. Du coup, là, il y a une histoire de justice, d'énergie sexuelle, de puissance, de force, avec cette histoire de Thor. C'est quand même rigolo. Hein? C'est rigolo. Bon, ok, on avance. J'ai fait ça, tac tac tic, tac tac tac, tac tac tic, le petit secret du Guy. Le quatrième membre. Voilà. Du coup, j'arrive avec le 8. Le 8 qui est donc, on a vu la lettre H, qui je peux associer à la rune Agal, comme on a vu, qui est cette rune-là. On retrouve encore une fois cet astérix de départ. Avec la 11e lettre, voilà, on retrouve l'astérix à tous les étages. Le 8 aussi, c'est l'histoire du Lémiscat. Je pourrais associer ça aussi à l'énergie du Thor. Vous voyez, c'est l'histoire de la coupe transversale de la pomme, où on voit l'énergie du Thor s'inscrire. La pomme, on va y revenir. Le 8 est un H qui est formé de deux cercles. C'est un H formé de deux os. Je peux aussi, par la langue des oiseaux, par des petites magies, vous raconter que c'est H2O. Voilà, chez les H2O, je retrouve cette eau. Là, je vais refaire un petit bond en avant et comprenez que aussi, chez les chiffres romains, alors je vous ai pas fait ça, mais l'histoire du 11, le 11 est un chiffre remarquable aussi. On dit que c'est le chiffre associé à la magie de la lune. Alors, je vais expliquer ça vite fait. En fait, il y a des proportions remarquables en nombre entier qui sont avec la Terre et la Lune. Donc pour vous, je vous décroche la Lune, donc je décroche la Lune et je viens la poser sur la Terre. En fait, dans cet agencement-là, la Terre vaut 11 et la Lune vaut 3. Du coup, ce sont des rapports en nombre premier remarquables avec ces deux astres-là. Si je prends le centre de la Terre et le centre de la Lune, je trace un trait comme ça, qui va me donner un rayon de 7, et que je trace le cercle ici. En fait, la circonférence de ce cercle, bon là j'ai pas fait à l'échelle, hein, excusez-moi, la circonférence de ce cercle sera égale au périmètre du carré qui entoure la Terre. Et ça, c'est remarquable. Du coup, également, avec cet agencement-là, je retrouve une base de 11, une hauteur de 7, qui correspondent aux proportions de la pyramide de Giza, en Égypte. À comprendre que, bon là je vous ai pas fait tout ça, mais dans les histoires de géométrie sacrée, on a beaucoup de rapports entre le 3 et le 2 dans la construction des cathédrales, des monuments. D'ailleurs dans la chambre du roi de ces pyramides-là, on est avec des rapports de 3 carrés sur 2. Donc 3 divisé par 2 donne 15, donc 15 qui est un chiffre majeur, peut-être on en reparlera, ou quand on divise dans l'autre sens, 2 divisé par 3, on obtient 0,6666. C'est l'histoire du 666. Qui correspond à la fréquence cardiaque d'un homme en bonne santé, alors que 11,7 correspond à la fréquence cardiaque d'une femme en bonne santé. Donc ça c'est pas mal, je trouve ça beau aussi. Bon, comprenez que chez les chiffres romains aussi ça marche. Gébo, Issa, qui ont ce rapport de 11 à 7 aussi dans leur agencement avec les nombres. Où le 7 et le 11, on retrouve ça avec Gébo, Issa.
Gebo Issa, si je recoupe, j'ai Giza. Du coup, qui est un 11 chez les chiffres romains, mais je peux aussi retrouver le monde du 3x3 avec les histoires d'Hermès et les 3x3 mondes de l'arbre, l'Yggdrasil, l'Irminsul, qui est un I est un G qui donne Ig, la racine première de cet arbre-là, Yggdrasil. Vous voyez? C'est là. Et je n'y peux rien. Ah ok, on a vu ça. Ça fait beaucoup d'informations, hein? Ça va? Parce que là, c'est pas fini. Hein. Mais on approche quand même. Bon, quand on regarde de plus loin, de là où vous voyez, vous avez certainement remarqué que je pourrais raconter que au début, il n'y a rien. Puis vient le son, ou le verbe. Le home est ce petit son qui est chanté en chœur le plus aussi sur cette planète. Ça, je n'y peux rien. C'est aussi ce symbole-là chez les Indiens. On retrouve peut-être le symbole du 3 aussi. Peut-être vous pourrez aller voir ça, mais c'est là aussi. Puis après le son vient la création. Waouh, le 3, symbole de la création, de la naissance. Et quatrièmement, ce fut fini. Avec le 8 qui est en fait un infini. Pour ça tout à l'heure je vous ai parlé d'aujourd'hui avec l'eau du Jourdain. Voilà, parce qu'on retrouve cette histoire-là. Du coup, et ce fut fini. Bon, voilà. Ah, voilà. Donc également, je comprends qu'ici, je suis à l'étape de ma croix. On comprend maintenant que cette croix, elle est celtique, peut-être. Et que si je voulais trouver un nombre associé à cette croix-là, ou à cette vibration-là, je pourrais peut-être en déduire celle d'un 3 et d'un autre 3. Le chiffre 33. Et de ce chiffre-là, on dit quoi? On dit que c'est le chiffre de la vibration christique. D'ailleurs, le Christ est mort à cet âge-là, également. Exactement. Donc je retrouve aussi ça dans cette histoire-là. Mais on aurait tort de s'arrêter là. C'est l'histoire de la pomme, de la connaissance, qui m'y invite. Cette fameuse pomme, celle d'Adam et Ève, du péché originel. Celle de Newton aussi. D'ailleurs, peut-être ici, comprenez aussi qu'on associe cette rune au G. Bon, peut-être que le G aussi, vous avez compris qu'on le retrouve ça avec les histoires des maçons. Plutôt franc, vous voyez, ou l'inverse. Ouais. Peut-être que cette histoire c'est lié, effectivement. Et peut-être qu'on pourrait parler aussi de la recherche de ce point G dans ces histoires de Q classé X, à la recherche de ces plaisirs-là pour la création. C'est là aussi. Et je n'y peux rien. Avalon, cette fameuse cité, oubliée, perdue sous les eaux. La pomme d'Adam. Bon bref, je passe les histoires de Blanche-Neige, etc.
La pomme et la connaissance. Donc effectivement, quand on coupe une pomme, donc pas transversalement mais horizontalement, on retrouve cette histoire du 5 qui nous ramène, voilà, cette histoire de pentagramme où je retrouve les différentes coudées, la paume, la coudée, le pied, la palme, etc., l'empan, voilà. On retrouve le nombre d'or, voilà, etc. Dans tout cet agencement-là, on retrouve ce qu'on appelle des triangles d'or et des triangles d'argent. Voilà, qui est quand même en lien avec les histoires de construction dans les bâtiments. Je ne vous ai pas parlé des runes aussi, mais de leur symbolique et de l'agencement aussi qui sont en lien avec l'architecture des bâtisseurs aussi. Comprenez que le patois qu'on utilise peut-être dans cette langue des oiseaux, la patte, doigt, qui est ce signe-là des bâtisseurs, vous voyez, qui est une rune aussi, mais justement qui est la 15e lettre et le O. Voilà, on peut faire des petits symboles comme ça rigolo. Cette rune symbolise l'arbre, les ramifications. Des fois, elle s'écrit aussi comme ça, avec un petit tronc ici, ou pas. On peut retrouver aussi cette idée fixe de départ. Le patois, c'est le langage de la patte-doigt, le signe des bâtisseurs. Bref, ça je peux vous en parler 3 semaines, mais on va pas le faire. Ah. Du coup, le 5, je peux décomposer le 5 en saint, ou en saint, Q. Allez, saint Q. Effectivement, j'ai fait la recherche exhaustive de tous les saints commençant par la lettre Q. J'en ai trouvé 2. Il y a Saint Quentin et Saint Corentin, qui peut aussi s'écrire avec un Q, Corentin, associé à Quintin dans ce pays-là. Saint Quintin. Donc ce sont les 2 seuls saints qui finissent par une histoire de Q. C'est rigolo aussi. Bon, je vous passe, là je pourrais vous en parler 3 heures aussi, avec différents systèmes géométriques, etc. Mais c'est là. Le 5, du coup on a vu bien que c'est une coupe aussi chez nos amis romains, amis, que c'est la lettre E, lettre de l'œuf. Si je tourne, c'est un œuf aussi, le E, ça peut être un œuf, un petit peu dans des jeux de miroir, qui correspond à la rune Reido, le R, qui est la quête, le chemin. Si je voulais écrire le mot guerre avec des runes, je l'écrirais de cette manière-là. Guerre, qui signifie la quête du chemin du don de soi, de l'amour. Comprenez qu'aujourd'hui ce mot n'a plus du tout la même sonorité dans les formes pensées qui l'accompagnent. Enfin, la sonorité est la même, mais les formes pensées qui accompagnent ce son-là n'amènent pas du tout aux mêmes manifestations. Alors que chez nos ancêtres, le mot guerre symbolisait la quête du chemin de son amour. C'est aussi les histoires de la guerre sainte, les djihad ou je sais pas quoi. Non, à l'origine, c'est ça. Bref, ça c'était une petite aparté. Alors, l'œuf ou la poule? Voilà. Bon, je répondrai à cette question que c'est peut-être le coq en fait. Ça c'est pour rigoler. Mais ça pourrait passer ça. Du coup, ça, comme c'est le 4, le 5, là c'est un peu cucu l'histoire. Bah, du coup, je me dis qu'une 5e étape s'invite. Donc effectivement, je décide de finir cette histoire avec un 5e. Et 5e, je pose un œuf, comme la poule. C'est l'histoire de la connaissance, l'œuf ou la poule. Donc je pose un œuf. Parce que une fois que il n'y avait rien, qu'il y a eu le son, la manifestation et que ce fut fini, eh bien tout retourna dans le néant, dans un monde tout neuf, dans les 9 mondes, les 9 cercles de nos anciens.
les ronds dans l'eau. Voyez-vous? Yes. Ok, on va faire une petite pause. Parce que là, vous voyez pas tout encore, mais là il s'en passe plein de choses. On va décrypter ça. Du coup, je vous propose une petite pause. 3, 2, 1. Moteur, action. Bienvenue pour cette deuxième partie. Alors, on en était arrivé jusque là. Alors, nous allons revenir dans l'axe. J'ai perdu mes crayons. Incroyable. Ah voilà. Merci. Des outils incroyables. Alors je reviens dans l'axe. Entre mes 5. Alors là je vais vous faire l'histoire drôle. Le 5 c'est aussi 5 doigts de la main. Il y a un mudra que vous connaissez peut-être ou pas. On peut faire des mudras. Il y a un mudra de protection et de connexion au divin qui est celui-ci. Ok. Donc ceci parle bien d'une histoire de cul aussi. Avec ce qui a été parodié à notre époque. Vous comprenez? Que c'est mon troisième doigt qui est dans l'axe de mes 5 aussi, qui parle d'une histoire de cul. Du coup, vous comprenez bien que le cul, il est intégré à cette histoire-là également. Yes. As in English. Bon, alors, j'ai mon 1, mon 2 et mon 3. Donc je vais isoler mon 1, mon 2 et mon 3. Comme 0 et 9, c'est la même chose. 3 plus 2, 5 et 4, 9. Du coup, je reviens dans mon histoire du 3 x 3. Du coup, peut-être vous connaissez l'Yggdrasil, mais qui est fait des 3 mondes du haut, les 3 mondes du milieu et les 3 mondes du bas. Donc déjà, avec la mythologie du Nord, on retrouve cette histoire du 3 x 3. On retrouve avec Hermès, le 3 fois très grand. Du coup, ici, je retrouve, tac à tac, on en est là. Alors là, on va pas bien le voir. On voit pas bien du tout là sur l'image. Mais ici, j'ai l'histoire d'un cheval, d'un cœur et d'un 8. Dans la mythologie du Nord, Odin, ou parfois Hermod, le messager, ont un cheval. Ce cheval a une particularité, c'est qu'il a 8 jambes. Avec ce cheval-là, c'est un peu comme un Pégase. Ça permet à Odin ou Hermod de voyager au-dessus des mers et au-dessus des montagnes. Ce cheval, c'est un vaisseau, c'est un véhicule qui permet de traverser l'espace et le temps. Ici, si je veux lire ce qui est marqué ici, je peux retrouver cette image du cheval à 8 jambes, Sleipnir. Et qui a son cul sur la selle de ce cheval chimique? Eh bien c'est Odin, ou Hermod même, le messager. Et le message qui est inscrit ici, c'est écrit: l'amour traverse l'espace et le temps. Alors il y a ce matin-là, quand j'ai lu ça, quand j'étais au bout de mon cœur, et que je suis tombé sur ce message-là, je me suis dit, waouh, waouh, incroyable. Donc c'est pas un secret, ça pour personne que l'amour c'est tout ce qui compte. Mais que si tu as oublié,
eh bien c'est marqué là. Que l'amour, le cœur, c'est tout ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a à retenir. Si le message que nos ancêtres avaient à nous laisser, c'est celui-là. C'est qu'il n'y a que le cœur qui est important. Il faut y revenir à chaque instant. Ici, c'est le présent. C'est ce cadeau-là que nos ancêtres nous ont laissé. Après, la question qui m'est venue, c'est waouh, qu'est-ce qui a bien pu arriver déjà à l'humanité pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui se donnent beaucoup de mal pour engrammer ce message aussi simple que celui-ci de cette manière-là. Waouh, ça c'est la question. Pour la petite histoire rigolote, du coup il y a le 9 et 0, c'est la même chose. Vous voyez, 9 et 0 c'est la même. Comme il me restait ces deux choses, il m'est venu à l'idée aussi, pourquoi pas, de mettre ces deux symboles en miroir. Et quand je mets ceci en miroir, j'obtiens cela. Ceci est une contraction que l'on retrouve dans des petits mots rigolos aussi en français. Je retrouve le O dans le mot œil, le troisième. Peut-être cette allégorie d'Odin qui perd un de ses œils en ayant la connaissance des runes quand il descend de l'arbre. On va y revenir. Comment ? Oedipe aussi. Le dip, on le retrouve. On retrouve dans œsophage, principe de respiration et d'alimentation. Je retrouve dans le mot cœur. Je retrouve dans le mot cœur, la résonance, le choral. Je retrouve dans la moelle épinière, c'est là où est le siège de l'ADN. Je retrouve dans œuf, fœtus, qui est le corps, le ventre, la création. Je retrouve dans les mœurs, dans les vœux, comment tu dis ? Sœur. Dans sœur, plus précisément ici je dirais âme sœur. Voilà, je pourrais peut-être en trouver d'autres comme poème, pourquoi pas, poil, pourquoi pas. Je pourrais peut-être en imaginer d'autres, mais voilà. J'arrive à la conclusion qu'en fait les mots qui contiennent le O dans le sont des portes qui font le lien entre ce qui peut être changé, par exemple des aliments, par exemple des façons d'être, de penser, par exemple des engrangements génétiques, etc. Entre ce qui peut être changé et des principes qui ne le peuvent pas. Les hauts dans l'air sont des portes entre les mondes qui changent et les mondes qui ne changent pas. Avoir fait des recherches étymologiques sur le haut dans l'air, excusez-moi, voilà. Pour avoir fait des recherches étymologiques sur le haut dans l'air, je retrouve le haut dans l'air qui est associé en anglais à Etzel. Etzel qui signifie des petites vaguelettes, qui est associé à Otalan, qui est une rune. Otalan, le haut dans l'heure, correspond à cette rune-là. Des fois, on y reviendra, mais ces deux runes sont inversées. Des fois, celle-ci est la dernière ou des fois, c'est l'avant-dernière. Ici, l'agencement est comme ça. Mais le haut dans l'heure correspond à cette rune-là. On dit que c'est la rune du haut de Odin. On dit que cette rune, c'est la rune du temple sacré, de l'enceinte sacrée. Il y a une histoire d'hérédité, mais ça, de ce qui est héréditaire à travers cette rune. À titre informatif,
le A dans le, ça, qui est très peu utilisé aujourd'hui, mais qu'on retrouvait dans le mot démon, qui à l'origine, démon signifie les êtres désincarnés, les guides désincarnés, un petit peu les anges d'aujourd'hui. Le A dans le correspond à la quatrième rune, la croix, qui est la rune qui symbolise la divinité, et plus précisément, on dit c'est le manteau d'Odin. C'est Odin lui-même, en dessous. Ça commence par un A. Bref, on pourra en parler un peu plus, mais c'est déjà bien. Voilà. Après, je me suis dit, allons, revenons dans le... Je vais le faire à cappella. Le 2 est un axe, on a vu tout à l'heure. Du coup, là, j'ai mon 2 qui est dans l'axe, avec mon 3 qui est aussi le 3 qui est l'axe de notre histoire, le 3 x 3, les secrets du 3. Mais dans mes 3 premières étapes, je peux déduire que mon 2 est un axe de mes 3 premières étapes. Et je me suis amusé à faire le miroir axial de ce qui avait été caché. Quand je fais le miroir axial de ce qui est caché, soit de la rune de l'eau, j'obtiens, bon, je vais faire un petit peu de place sur le tableau, quand je fais le miroir axial de la rune de l'eau, j'obtiens ce symbole-là, qui, si je le prends sur la surface et que je mets son reflet, je retrouve la Svatiska, encore une fois. Ok ? Ce symbole-là, je le retrouve ici même. C'est une rune également. Oh. La 13e rune, avec cette histoire. Donc c'est vraiment très étroit, l'histoire. Vous voyez ? Avec la lettre 13, la rune 13 qui arrive maintenant à cet endroit. Donc on dit que c'est la rune de l'If. En vieux François, le F sifflait. D'ailleurs, if en anglais, c'est si en français. Et si je le mets en miroir, je peux retrouver une histoire aussi avec Isis. Vous voyez ? Je peux peut-être aussi, donc, la rune 13 de l'If, on dit que c'est la rune associée à la mort, au cycle de mort et de résurrection. Ce sont les grands cycles de la vie, la rune If. Autant la petite rune avant marque aussi des cycles, mais c'est les cycles des saisons, des récoltes et des moissons. Mais la rune de l'If, ici, marque les grands cycles cosmiques. Voilà, choses qui sont inéluctables. Et dans la légende, vous connaissez pas, si on a parlé tout à l'heure de la légende de la cité 10, consignée au château de Calac au XIVe siècle. Je vous passe les détails de cette histoire, mais bon, bref, c'est une cité qui se fait noyer sous les eaux avec une histoire d'écluse, etc., etc. En fait, il se dit que parfois, par un temps clair, on peut encore entendre les cloches de cette cité teindre dans le champ de la mer. Et il se dit que quand la cité 10 ressurgirait des eaux, cela noirait la baie de Douarnenez, où on situe cette cité, jusqu'à Paris. Donc là, je vous le refais, mais je viens de vous faire sortir la rune associée à la cité 10 de la rune associée à l'eau. C'est beau ça. Ok ?
Je vais vous boulonner cette histoire un peu plus fort, parce que même moi je suis content d'avoir les deux pieds sur terre pour vous raconter ça, et de la bien toucher. On comprend que la rune de l'eau est la rune 21. Là, je vais le mettre là. Je sors le chiffre 21, qui est la rune de l'eau. 13 à voir avec le calendrier. Le 21, je le sors du 1. Ok, sur un agencement de 24 caractères. Bon, c'est peut-être pas suffisant pour boulonner l'histoire. Alors, attendez. Tac, 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 tac. Ça, on a vu. On a vu 3. Ah ouais, non. Ok, bon, je vais pas le faire dans l'ordre que j'ai m'étais énoncé, mais voilà. Alors déjà, avec cette histoire de l'if, comprendre que l'if, dans beaucoup de légendes, c'est à cet arbre-là que Odin se suspend pendant 9 jours et 9 nuits avant que le coq ne chante, ne le réveille. Il sort de sa méditation et c'est là qu'il arrive après au niveau des sources et qu'en échange d'un de ses yeux, il reçoit la connaissance à travers les runes. Donc déjà avec cet arbre-là, cette rune-là, cette histoire-là, cet axe caché, on peut comprendre que les runes sont bien le système de décodage de cette histoire-là. Ok, bon, je vais pas vous le faire, c'est pas dans l'ordre. Bon, bref. Je parle plus vite que je ne le fais. Bon, bref. Du coup, en fait, dans l'agencement des runes, alors je sais pas si je vais le retrouver là. Ah, mais ça voilà. Ok, dans l'agencement des runes, on a vu que sur l'agencement de 24, les deux dernières pouvaient être changées. Du coup, ça fait une scission entre 22, qui est la coupe, et 24. On dit que l'année 2024 est une année pyramidale. Parce que si vous prenez une petite bille, que vous mettez 3 autres billes en dessous, vous allez commencer à avoir une petite pyramide. Donc vous avez 2 étages et vous avez 4 boules. Ouais, vous continuez, 3 étages, vous avez encore plus de boules, chaque base, etc. Et en fait, sur un agencement, du coup là, on peut retrouver cette histoire engrammée avec les travaux de François Mitterrand de 22 étages de la bibliothèque et puis les histoires de la hauteur aussi, je crois, ou bref, je sais plus, à vérifier, mais de la pyramide du Louvre. On retrouve cette histoire de 22 et de 24 qui sur 22 étages en fait va donner une base de la pyramide de 2024 boules. Du coup, je peux déduire que l'année 2024 est une année pyramidale. La dernière qui a eu lieu était en 1771. Donc c'est en lien aussi, on va le voir après, avec Pluton. Et la prochaine sera en 2300. Du coup, je peux retirer ma rune 21 qui sort du 1. Alors peut-être on pourrait dire du 11, mais si on accepte l'ancien calendrier junien, où septembre est 7, octobre est 8, novembre est 9, novembre, décembre est 10, janvier est 11, février est 12 et mars le 13e mois, mais en fait qui est le premier, qui est le printemps, le renouveau. Du coup je retrouve la date du 21 janvier 2024. Incroyable! Et qu'est-ce qui se passe à cette date-là? Qu'est-ce qui s'est passé, savez-vous ça? À cette date-là, précisément, ce jour-là, il y a eu une conjoncture de Pluton avec le Soleil qui n'a pas eu lieu depuis, je crois, 1771 peut-être, qui va être là pendant 20 ans. Et on dit qu'en fait, elle est arrivée dans l'ère du Verseau.
Voilà, je retrouve l'agencement, l'arrivée de Pluton qui est en lien avec un nombre qu'on n'a pas encore vu, mais que Pluton est à 17 degrés d'écliptique orbitale par rapport à celui de la Terre. À comprendre aussi que le numéro de Siret de la France en lien avec le code maritime, maritime, est le 1000, 1 million 17 également. Ok, pas de stress, on va revenir là-dessus. Je peux dire qu'ici j'ai un 1 inversé, inverse. Un 1 inversé, qui en fait est sorti de la surface de mon miroir, de l'air de mon haut. Peut-être ici je peux vous parler du premier versé de l'air du verse haut, où je retrouve la date du 21 janvier 2024. Bienvenue dans l'ère du Verseau, messieurs, dames, et à l'ère des révélations de 2024. Incroyable. C'est dingue. Mais c'est là. Aussi également, pendant qu'on est ici, sur cette histoire de Home, peut-être avez-vous fait ou vous ferez peut-être l'expérience de la goutte d'eau. Mais une goutte, c'est une goutte. Partout sur cette planète, on ne peut pas changer ça. Une goutte, c'est une goutte. C'est pas deux ni trois ou quoi, c'est une goutte. Alors, ce qui est le plus difficile, c'est de réunir des conditions optimales de pression, de température et de la hauteur à laquelle on fait tomber cette goutte. Mais j'admets que dans une moyenne, sur cette planète-là, quand vous faites tomber une goutte sur la surface la plus lisse, comme de la glace polie, par exemple, et s'il vous plaît, je dirais même, vous remarquerez que si vous mesurez la goutte, elle mesure exactement 1 cm de diamètre, soit la valeur de circonférence, la valeur de pi. On retrouve aussi avec l'histoire dans un cercle de diamètre 7, en fait le demi-hémisphère va faire 11, soit le total 22, soit 22 septièmes est une unité qu'on se sert qui a la valeur pi. C'est pratique dans les rapports géométriques. Du coup, peut-être ici, comme le M symbolise toutes les lettres, car toutes les lettres commencent par cette lettre-là. Elles sont soit majuscules ou soit minuscules. D'ailleurs, il y a 52 lettres, 26 majuscules, 26 minuscules. Donc ça, c'est en lien avec le jeu de cartes, de 52 cartes aussi. Voilà, bref, donc ça c'est une aparté. Mais je peux peut-être aussi trouver que le M, c'est le maestro, c'est le maître. Peut-être que je peux dire que de ma goutte d'eau vient l'unité qui va nous donner le maître. Yes, ça c'est beau aussi. Ok, ça on a vu ça. Ah, c'était la goutte d'eau, elle était là. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ça on l'a pas vu. Un autre axe. Marcel, je voulais dire quelque chose. Moi, je comprends rien parce que j'ai loupé un bon gros moment. Ah ouais, je suis désolé. Je peux pas tout recommencer. Mais je te prendrai en leçon particulière avec plaisir. Ah non, je vais garder le 17 là. Alors, en fait, ici j'ai ma croix, vous comprenez, que cette croix, maintenant, comme on l'a bien un petit peu dans croix, il y a le C, il y a le roi et il y a la croix.
il y a le X. Il y a ces 3 lettres là, O, I, X. Et ceci est un choix particulier. Cette croix maintenant, je peux décider soit de la mettre dans votre 2 majuscule, ou soit peut-être la mettre en cet espace où tout à l'heure je voyais cette poitrine généreuse, où je peux y voir votre cœur. Et je peux dessiner ce symbole là. Je viens poser la croix à cet endroit là. Et ici, vous reconnaîtrez Le mort de l'amour. je ne sais plus, il était en haut, le symbole qui a été adopté pendant les périodes de la Révolution française, qu'on a gardé avec les histoires de Vendée, les Chouans. Bon, là, ce sera un autre épisode pour vous raconter pourquoi ça a été entériné dans cette partie particulière de ce territoire, mais c'est pas anodin. En fait, il y a eu un coup d'État en 1789 et il y a eu une révolution de 89 à 94 où, à cette période-là, on a effacé à ta mémoire l'histoire du code maritime, de l'acte de naissance. On a usurpé les lois de l'ego, les lois qui sont associées aux échanges avec le reste du monde et de l'univers. Bon, à un moment, je me suis demandé aussi, mais ok, d'accord, mais d'où nous viennent ces connaissances? Qui nous a laissé ce message-là? Et comme j'étais assez malin pour faire mon jeu de miroir, pour voir ce qui était caché devant les histoires, que j'étais assez malin pour retrouver une histoire de miroir axial, ben pourquoi ne pas regarder qu'est-ce qui se cache derrière les choses? Alors, j'ai reposé mon 1, mon 2 et mon 3 que je stylise un petit peu à la grecque parce qu'à un moment, voilà, on comprend que les Grecs aussi sont liés. J'aurais pu appeler cette histoire aussi le cheval de Troie. Non? C'est vrai? Je pourrais vous réécrire l'histoire des Argonautes et à quel toison, à quel bélier on fait référence aussi dans cette histoire. À comprendre que les Grecs ont emprunté toutes leurs connaissances aux anciens druides, entre guillemets. Avec les Grecs aussi, déjà, il y a des voiles qui viennent se mettre sur les histoires. Quand je mets mon miroir, du coup, non plus devant, mais derrière, j'obtiens ceci. Donc là, j'essaie de retrouver. Là, je suis perdu dans mes trucs, mais on va y arriver. Là, je suis rendu loin. Voilà. En fait, je retrouve ici. Alors, peut-être c'est la flèche de Cupidon tout à l'heure qui nous manquait. Mais je retrouve cette flèche-là qui, quand même, nous montre quelque chose vers le haut. Et je retrouve ce symbole ici même, qui est la rune numéro 17. Qui est la rune tiwaz qu'on associe au dieu Tyr. Tyr, qui est un dieu qui symbolise la justice aussi, ce qui est droit. On dit des fois que c'est le fils d'Odin. Tyr, c'est celui-là apparemment qui donne sa main au loup Fenrir pour pouvoir l'attacher, le contenir et pour une nouvelle
agencement pour une nouvelle civilisation. Je retrouve ici, bon là peut-être un petit peu mieux dessiné, je peux y voir une pyramide en éruption. Donc là ça reste libre d'interprétation, mais peut-être que j'y peux y déceler les histoires tripartites aussi, quelque chose qui part en flamme, en ébullition. L'histoire Atlante, tout simplement. Enfin, bon, on vient de faire sortir la cité 10 de l'eau. Voilà, on parle de cette civilisation Atlante. Et ici, j'ai une autre symbole que je retrouve ici même. La 22e. Le 2 x 2, le multiplus. Qui symbolise l'œuf. C'est Ingvaz. Bon, ça symbolise plusieurs choses. Mais dans cette rune, donc ing, vous voyez, c'est une racine, des fois on le retrouve dans beaucoup de mots en français, ou même dans les villes, quand on a une ville qui s'appelle Torigny, ça veut dire que c'est la lignée du peuple des justiciers. Dans Origine aussi, Igine, c'est la lignée de l'or, vous voyez, et l'histoire de lignée avec cette rune-là. Dans Bretagne, on a Agne. C'est la même étymologie. Igné, agneau. Agneau qui est la lignée du bélier, le fils de. Igné, c'est aussi le feu. Feu les aïeux. Comme dans Bretagne, où Agne, dans Bretagne, symbolise le feu. Bien, dans le mot en français qu'on utilise pour désigner ces grandes collines, on appelle ça des montagnes. Dans le mot qu'on utilise en France, il y a l'idée d'une colline, d'un mont en feu. Donc en fait, ceci, ça me met en lien avec les légendes tibétaines de l'explosion du mont Meru. Voilà, on retrouve aussi ça dans pas mal de mythologies. Donc je peux dire peut-être que toutes ces connaissances nous arrivent de la lignée de Tyr qui ont soit survécu à l'éruption du mont Meru, ou peut-être à la destruction du monde Atlante par le feu. Voilà, ça, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Mais que quand je remonte Tyr, en fait, plutôt quand je remonte les racines ou l'étymologie du mot Dieu, avant, avec le latin j'ai Deus, avec les Grecs j'ai Théos, et avec les anciens du Nord j'ai Tyr. Et avant je ne trouve rien. Tyr est la racine qui va donner le mot Dieu aujourd'hui. Incroyable. Qui est quand même le nombre 17. On dit que c'est le chiffre du grand architecte. Et que si vous voulez joindre Dieu à ce numéro-là, vous allez être surpris de votre interlocuteur. Faites-le, vous allez rigoler. Mais qu'en fait, tout ça, c'est en lien quand même. Pour vous faire les petits pots. Voilà. Ok, je l'avais là. Ça, on l'a vu. Ok. Bon, maintenant qu'on a vu ça, que je vous ai pas fait l'histoire du coq. Vous verrez, si vous me la demandez, je vous la fais. Sinon, je vous la fais pas. Mais qu'on comprend qu'avec le coq, c'est lié avec des histoires d'orgueil. Maintenant que vous avez des clés, vous pouvez peut-être entendre ce mot sonner différemment. L'orgue, le gueux et l'œil. Vous voyez, il y a quelque chose qui sonne avec ce mot de
l'amour de l'intelligence collective. Que le coq est lié aussi avec les histoires d'orgueil, donc d'ego. En fait, si je reprends, bon on a vu ça, tac tac tac. Là je fais des ponts, mais on a vu tout à l'heure le symbole du chrisme. Parfois avec le rho ici qui est sur le i, le héros de moi-même. Parfois ici l'alpha, l'oméga. En fait ici je peux lire ego. Avec les petits oiseaux anglais, je peux retrouver les lois de l'ego. Ego, qui est très mal compris et très mal enseigné depuis quelques années, quand tout le monde se dit oui, ton ego, nanana, t'as trop d'ego, t'as pas. En fait, ego, c'est l'astérix, c'est je suis relié avec l'ensemble. Et l'ensemble est relié avec chaque unité. Ego, le I qui symbolise le roi, le souverain, l'esprit. Le Ge qui symbolise le cœur, l'âme. Le O qui symbolise le corps, la matière. Je retrouve les trois parties de l'être avec ces trois lettres également. Je pourrais vous dire aussi que c'est la liberté de un qui s'arrête là où commence celle des autres. Et vice versa, et la liberté des autres qui s'arrête là où ça empiète sur celle de un. Et les mecs, ils ont marqué ça après la Révolution sur les textes. Alors peut-être qu'ils ont fait une faute de frappe en retranscrivant, mais à savoir qu'ils ont marqué quand même que vous êtes, chaque homme n'est libre et égaux en droit. Vous êtes tous égaux les uns les autres. Eh bien, il faut le rester. Parce que si tu vois maintenant l'ego comme je viens de te le présenter, et qu'on te demande de tuer ton ego ou de le mettre de côté, on te demande tout simplement d'ouvrir l'espace à rendre ton pouvoir personnel à quelqu'un ou quelque chose d'autre. On te demande de rendre ta souveraineté à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Yeah. Du coup, ego, c'est tout le monde est relié. C'est je suis marié avec l'ensemble. Vous voyez, c'est peut-être aussi un autre personnage là, j'ai pas retrouvé juste des histoires orales qui m'ont été transmises. Un personnage qu'on appelle Yann de Goth. Vous voyez, les Goths, les Visigoths, etc. I go en anglais. Where? Vous me demanderez. Mais là où mon cœur a envie d'aller, évidemment. Yeah. Et qu'on peut rigoler aussi avec le chemin de cette croix qui se promène sur ton i. Que si ta croix, elle tombe plus bas, là tu es à genoux. Et là tu rends ton pouvoir personnel à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Donc là tu peux encore y faire le choix. O-I-X. Je retrouve les lois ici de l'ego. À qui tu donnes ce pouvoir-là. Si ta croix elle te tombe dans les chevilles, tu sais plus qui tu es, tu sais plus où aller, tu sais plus quoi faire. Là, n'importe qui va pouvoir te prendre et t'amener là où il a envie de te voir aller. Si maintenant la croix elle monte un peu ici, en imaginant que la croix représente ce tronc commun, elle monte là. En fait, vous retrouvez ces personnes qui parlent beaucoup, peut-être comme moi aujourd'hui, mais qui dans un groupe prennent beaucoup de place et qui font ouais moi je, et non non et moi, et non non et ça.
En fait, ce qui se passe à ce moment-là, ces personnes, ce qu'ils disent, c'est hé, j'existe, hé, rassure-moi, dis-moi que j'existe, hé, regarde, j'y suis là, hé, j'existe, regardez, rassurez-moi. C'est ça qui s'exprime en fait. Quand la croix elle monte là-haut, waouh, là on est en connexion avec l'ensemble, on comprend tout, comme c'est l'œil de Dieu. Bon, si on reste là, on est Dieu et les autres c'est des cons. Vous voyez ? Ceux qui ont la croix là-haut, qu'on appelle les gourous, ils retrouvent ceux qui ont la croix dans les chaussettes. Voilà. L'histoire c'est ce chemin de croix, il faut revenir dans le centre, dans le cœur. C'est là, c'est dans l'axe. Dans tous les axes. Multi-axial. Ego. Restez-le s'il vous plaît. Voilà. Je pourrais rigoler avec ce symbole là. Vous voyez ? En fait, je peux mettre le I ici. Le I ici. Qui est le souverain, le pouvoir du roi avec les histoires de l'abeille. Le monde tripartite, tout marche par trois dans l'univers. Le X, ici, qui est en minuscule d'ailleurs, donc ça c'est fluide, c'est un SC en français, comme Sacré-Cœur, qui correspond au monde des druides, les druides, la reliance et philosophie, science et philosophie. Et le O ici, qui correspond au pouvoir de manifestation de l'artisanat. Le people, comme on a le O dans le, ça marche aussi avec les anglais. People, avec le I et le O, qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont quand même là. Et en fait, quand dans un cercle, vous avez cet ego bien en place, vous êtes roi dans votre royaume, gardien de votre reliance, de votre corps et de ce que vous allez en faire pour la création et les manifestations. Que vous êtes dans un clan, vous n'avez pas besoin de voter. Vous savez vous reconnaître quand vous êtes dans votre cœur et vous pouvez reconnaître qui a le charisme de roi, qui a la sagesse et les sciences et les philosophies, qui maîtrise tel ou tel artisanat. On sait laisser la place à la parole à celui qui maîtrise cet art-là. Et on a chacun ces trois principes en nous, mais ils sont en fractal aussi dans le cercle. Et on peut désigner ces personnes pour prendre la parole pour ces phénomènes-là. Donc on va parler au milieu du cercle. On va ramener un peu comme nourrir un feu. Et à un moment, on va entendre quelque chose qui est bon pour un, qui est bon pour l'ensemble. C'est un cœur en cœur avec le reste du groupe des manifestations. Et là on dit yes, manifestation. Et c'est ce qu'on appelle la somme de l'intelligence collective, représentée avec l'allégorie d'Odin du troisième œil, que je mets au centre de cette trinité-là, intrinsèquement inscrit dans un cercle. Donc ce symbole-là s'inscrit ici, les lois du cercle comme le vivaient nos anciens. Voilà, je vais faire une petite pause ici, à moins que vous vouliez l'histoire de texte. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à des questions.